C'est bien connu, dans les courses, quelles qu'elles soient, la dernière ligne droite réserve toujours des surprises. 7 mètres, 2 tonnes, 2600 chevaux et une vitesse moyenne de 280 km/h. C'est le rapport taille-poids-performance des Unlimited ou sans limite, des bateaux hyper puissants construits avec des turbines d'hélicoptères de l'armée américaine. Leur particularité, ils n'existent qu'au pays de l'oncle Sam et on ne peut même pas leur trouver d'équivalent français. Étape incontournable de ce genre de compétition, Seattle. Là, les pilotes viennent d'amorcer la dernière ligne droite à 320 km/h. Regardez bien l'action au ralenti. En pleine accélération, le bateau blanc est littéralement propulsé par une vague sur le cockpit du bateau rouge. Sous le choc, le conduit de refroidissement du moteur se détache. Les deux pilotes se retrouvent alors dans une situation critique. Mark Webber, pilote du bateau rouge, est coincé sous 2 tonnes de ferraille et peut être grièvement blessé. Quant à Jimmy Keane, perché sur le bolide de son ami, il ne peut plus rien contrôler. Mais le pire reste à venir. Les bateaux foncent droit sur une rangée de spectateurs. Soulagement général, la tragédie a pu être évitée. Sans perdre une seconde, Jimmy Keane se précipite pour porter secours à Mark Webber. Il craint le pire mais garde espoir. Les deux bateaux ont tourné pour éviter le public et seul Mark avait les moyens de le faire. Il doit encore être en vie. Énergiquement, Jimmy fait signe à l'équipe médicale de se dépêcher. Autour d'eux, c'est le silence. Sous le choc, les spectateurs se recueillent déjà et les commentateurs sportifs restent muets. L'attente est interminable. Soudain, la foule se déchaîne. Mark Webber est sain et sauf. Il est déboussolé, mais vivant. Au moment où cela s'est produit, j'ai levé le pied de l'accélérateur pour ralentir les turbines. À la dernière minute, j'ai tourné à gauche. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que la lumière du soleil a changé, ou alors j'ai vu un bateau de plaisance du coin de l'œil. Je ne sais vraiment pas. Mon instinct m'a juste dit de tourner à gauche. Et c'est ce réflexe qui a sauvé la vie de plusieurs spectateurs. L'accident est arrivé. Voilà, on dit que ça fait partie des courses. Si Mark Webber a eu la vie sauve, c'est grâce aux barres de renfort métallique de son cockpit. Pendant quelques minutes, elles ont soutenu les 2 tonnes du bateau de Jimmy Keane. Bilan, une belle frayeur générale et l'accident le plus insolite de toutes les courses de Unlimited. Les policiers sont rodés à toutes les techniques de sauvetage, ou presque. Où sommes-nous à votre avis? En Australie. Et oui, ce petit kangourou est coincé dans la boue depuis plusieurs heures. Peter, un jeune garçon, l'a repéré de loin. Son premier réflexe a été de prévenir la police. Et le deuxième, de se précipiter lui-même au secours de l'animal. Parvenu à sa hauteur, il lui attrape la queue. L'officier de police Jim Mugdin attrape lui les pieds de Peter et commence à tirer l'enfant qui lui-même tire le kangourou vers la terre ferme. Les forces conjuguées de l'enfant et du policier vont donner un résultat excellent. Dans un premier temps, car loin de vouloir regagner la berge, le jeune kangourou, tout excité d'être libéré, se rejette instantanément à l'eau. Ce n'était pas le but recherché, et il risque à nouveau de se retrouver coincé ou de se noyer. Peter et Jim se jettent à l'eau à leur tour. Mais ils en sortent vite car le kangourou est parti en direction de machines et de tuyaux métalliques très dangereux pour lui. Cette fois, ça y est, ils le tiennent et ils vont définitivement l'éloigner du danger. Et hop, à l'eau. Peter et Jim y retournent eux aussi. Le but, faire barrage pour pousser l'insolent à retourner chez ses parents. Sous l'œil amusé des badauds assemblés sur la rive, va s'engager alors entre les 3 protagonistes de notre histoire une danse plutôt comique. Troisième tentative. Raté. Il semble que le petit kangourou ait décidé de faire tourner en bourrique l'enfant et le policier, ou bien qu'il se soit attaché à eux et ne veuille plus les quitter. Allez, 4e tentative. Cette fois, Jim Mugdin l'emmène le plus loin possible de la rivière, bien au sec et dans un trou. Ah tiens, on dirait que cette fois ça a marché. Désorienté pendant quelques secondes, l'adorable petit animal va finalement reconnaître l'odeur des siens, porté par le vent, et va enfin partir dans la bonne direction pour les rejoindre. Une erreur en plein vol, paradoxale pour un skieur, et pourtant. Dans les disciplines du ski alpin, on connaît bien la descente ou le slalom, on connaît moins le saut à ski. C'est pourtant l'une des plus spectaculaires. Imaginez, les skieurs se trouvent en haut d'un tremplin de 90, 120 ou 200 mètres et doivent se lancer sur une pente vertigineuse
Faut sauter dans le vide le plus loin possible. À la sortie du tremplin, les sauteurs peuvent atteindre la vitesse de 100 km/h. Ils prennent ensuite, en vol, une position aérodynamique leur permettant d'aller très loin tout en gardant l'équilibre. Ils sont à la fois notés sur la longueur du saut et sur la beauté de la réception. Cette discipline est évidemment réservée aux meilleurs et nécessite un entraînement intensif. Dès l'âge de 7 ans, les futurs sauteurs s'entraînent, été comme hiver. Car, détail étonnant, le saut à ski se pratique toute l'année. Pas de répit donc pour les athlètes en herbe. Ces images ont été tournées cet été sur le tremplin olympique de Courchevel. Chaque année, les meilleurs sauteurs du monde s'y affrontent. Pour remplacer la neige, on installe sur le tremplin un rail de céramique que l'on arrose régulièrement. La piste, elle, est recouverte d'un immense tapis de gazon synthétique afin de réceptionner les skieurs en douceur, et ça marche. Même dans ces conditions un peu particulières, les skieurs atterrissent dans les règles et en beauté. Pour mieux comprendre ce que ressentent les sauteurs, nous avons installé une caméra sur le casque d'un concurrent. Vous êtes à 90 mètres de haut et c'est parti pour le grand saut. Inutile de préciser ici que la moindre erreur d'équilibre ou de positionnement peut avoir des conséquences dramatiques. Ces images vont vous en donner la preuve. Nous sommes ici à Steamboat Spring, dans le Colorado, et contrairement aux apparences, ces skieurs ne sont pas en pleine compétition de saut à ski, non. Ils pratiquent une forme de ski extrême, plus connue sous le nom de saut de Gélande, une compétition réservée aux casse-cou et aux skieurs de haut niveau, et qui ressemble au saut à ski sans en avoir les règles ni le matériel. C'est au tour d'Andy Polly de s'élancer dans le vide. Sûr de lui, le skieur prend son élan, mais tout à coup, il perd l'équilibre, et c'est la chute. Le choc a été si violent que les skis se sont littéralement cassés en deux. Heureusement, Andy Polly se relève quelques secondes après sa chute. Il s'en tirera avec seulement quelques contusions et muscles froissés. Mais pourquoi Andy est-il tombé? Vu que ce skieur a le matériel de ski alpin qui est différent du matériel de saut, il a le talon de la chaussure qui est collé au ski, donc il ne peut pas décoller son talon pour compenser en avant. Et donc il va se faire prendre, le vent va prendre les skis par-dessous, et donc là il se retrouve trop en arrière, et c'est la chute assurée, quoi. Et toute la différence est là. En saut à ski comme en ski de fond, seul l'avant de la chaussure est attaché au ski. Sur un coup comme ça, il a une très grande chance parce que ça peut être une chute fatale. Hein. On voit une chute à 3-4 mètres de haut, comme ça, à 90 km/h, sur le dos, sur la nuque. Il a vraiment de la chance de s'en sortir indemne. Cette forme de ski extrême très risquée est en fait très peu pratiquée. Ce type de compétition-là n'existe pas en France. Parce que, à mon avis, c'est trop dangereux. Et il existe seulement du vrai saut à ski avec le vrai matériel, avec des gens qui ont fait toute la base, tout l'apprentissage du vrai saut à ski, quoi. Et Nicolas sait de quoi il parle. Chaque année, il s'occupe de la formation des futurs sauteurs de l'équipe de France. Mais ne devient pas champion qui veut. Pour arriver au niveau des meilleurs, il faut beaucoup travailler et commencer très jeune. Les plus petits débutent par le tremplin de 20 mètres. Une fois les bases acquises, on peut ensuite passer à 45 mètres. Et là, il faut déjà avoir un petit cœur bien accroché. Une fois les techniques de saut, de vol et d'atterrissage intégrées, on peut enfin passer aux choses sérieuses, le tremplin de 90 mètres. Jérôme Laheurte, 17 ans, l'un des jeunes espoirs de l'équipe de France, pratique la compétition depuis 7 ans. Il nous donne son avis sur l'accident d'Andy Polly. Ils arrivent vraiment avec une vitesse impressionnante, hein. Ils prennent beaucoup plus d'élan que nous. Donc qui dit élan, qui dit risque, quoi. Donc ils sont un peu barjots, on va dire. Je pense que moi je serais pas capable de prendre tout de risque. Et là on voit tout de suite, ça pardonne pas l'erreur, hein. Un petit moment d'inattention, un petit moment de relâchement et la vitesse, la pression, ça vous jette en arrière et c'est la chute assurée là. Salut, me revoilà avec mon matériel de saut, donc casque, combine, lunettes et ski beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Et là je vais m'élancer sur le 80 mètres des Tuffes. On est parti pour un petit vol. Impulsion, et vol! Et le vol!
Et voilà, le saut à ski, c'est ça. Plaisir avant tout. Le ski alpin est un sport de plus en plus accessible aux personnes handicapées. Ici, par exemple, nous allons assister à un cours adapté aux non-voyants. Première étape, mettre l'élève en confiance et l'initier en douceur et avec un équipement spécial au plaisir de la descente. Après quelques leçons et un peu d'entraînement, l'élève non-voyant peut skier seul grâce à un appareil composé d'un casque et d'un micro qui lui permet d'entendre en permanence la voix de son guide. Le but, le rendre le plus autonome possible sans prendre de risques. Ces élèves se débrouillent plutôt bien, pourtant en ski, il y a aussi les chutes et ça arrive à tout le monde. Ils disent que si on ne tombe pas, on ne skie pas à son maximum, alors je dois sûrement skier à mon maximum. L'apprentissage est toujours un passage délicat, mais il faut passer par là. Alors mieux vaut s'armer de courage, d'humour et de philosophie. Ce jeune homme nous en donne une preuve exemplaire. Fin décembre 1951, une tempête historique s'abat sur l'Atlantique. Sa violence extrême a marqué la mémoire de tous les marins, surtout ceux de Falmouth, petite ville de Cornouailles au sud de l'Angleterre. Ici, pendant plus de 10 jours, on a vécu au rythme de l'agonie du cargo le Flying Enterprise, commandé par l'héroïque capitaine Kurt Carlsen. Le Flying Enterprise a largué les amarres dans le port d'Hambourg. C'était le 24 décembre 1951. Il naviguait dans l'océan Atlantique, agité depuis plusieurs jours par un mauvais temps persistant. Et c'est précisément le soir de Noël que le bateau a essuyé et souffert d'un énorme ouragan. C'est alors qu'il a commencé à agiter d'une façon anormale dont il ne s'est jamais relevé. Dans les cales, 750 millions de marchandises, du café, du fer, mais aussi des œuvres d'art. À bord, 50 personnes, 40 membres d'équipage, mais aussi 10 passagers dont des enfants qui partagent tous la même angoisse. À l'époque, la catastrophe du Titanic est encore très présente dans les esprits. La tempête qui fait rage est la plus terrible du demi-siècle. Le Flying Enterprise lutte, mais il a été construit pendant la guerre. Trop vite, il manque de stabilité. Ivor Martin se trouvait à quelques mètres du Flying, à bord d'un des bateaux de secours. Je pense que l'Enterprise a dû essayer de se frayer un passage au milieu des déferlantes. C'est un bateau rapide mais pas très stable. Il est très sensible au roulis. Il a dû y avoir une vague, une énorme vague qui a fait gîter le bateau. Dans les cales, rien n'était attaché. Quelque chose de très lourd a dû heurter la coque. Le choc a probablement ouvert une voie d'eau. À partir de là, le bateau a tangué irrémédiablement et s'est retrouvé dans une situation très dangereuse. Le Flying est maintenant complètement couché sur le flanc et commence à sombrer. Alors que peut faire un capitaine dans une situation aussi désespérée ? Normalement, quand un cargo perd le contrôle, qu'il gîte et qu'il commence à prendre l'eau, la seule chose qu'un capitaine doit faire, c'est se mettre dans la direction du vent et couper les moteurs. Il est complètement à la merci des éléments. Dans le cas du Flying Enterprise, le capitaine n'avait pas d'autre choix que de lancer des SOS radio en espérant qu'on puisse lui venir en aide. Par chance, ces communications radio ont été enregistrées et conservées. Nous pouvons vous faire entendre la voix du capitaine Carlsen, calme malgré la tempête. Une tempête cyclonique avec des vents de force 12 s'est levée. Il y avait des vagues de plusieurs dizaines de mètres. Je ne sais pas si vous avez essuyé cette tempête. En tout cas, on était submergé par la mer et les vagues. Heureusement, beaucoup de bateaux sont en mer ce jour-là. Quelques heures après l'accident, un premier navire arrive sur la zone. Mais la nuit tombante rend impossible toute intervention. Dès le lendemain, 5 bateaux entourent le Flying Enterprise. La priorité, sauver les passagers. Tous, hommes d'équipage, femmes et enfants, se jetteront dans l'eau glacée et seront sans exception récupérés par les bateaux venus les secourir. Tous sauf le capitaine Carlsen. Seul, il reste à bord. Il veut tenter l'impossible pour ramener son bateau au port et sauver sa précieuse marchandise. Le second du remorqueur, le capitaine Dancy, voyant que Carlsen n'y arriverait pas seul, s'est muni d'une corde. Il a enfilé son gilet de sauvetage. Le remorqueur s'est rapproché du cargo et Dancy, avec un grand courage, a sauté à bord du Flying Enterprise pour sauver Carlsen. Carlsen n'est plus seul à bord. Au bout de 33 heures de lutte, le Turmoil peut enfin remorquer le Flying. Ils font route vers Falmouth où on leur prépare un triomphe. Un souvenir indélébile pour ses habitants, parmi eux Jim Morrison, 18 ans à l'époque.
Tout le monde écoutait la radio et lisait les journaux pour savoir ce qui se passait. Le Flying Enterprise par-ci, le Flying Enterprise par-là. En fait, Carlson impressionnait parce qu'il est resté dans le bateau jusqu'au dernier moment. C'était quelque chose d'unique. C'est pourquoi cette histoire est encore aussi connue aujourd'hui. Les parents de Carlsen sont même venus du Danemark pour accueillir leur fils héroïque. Mais dernier rebondissement avant la fin de l'histoire, le 9 janvier à 3 h du matin, le câble qui relie les deux navires casse. Pendant plusieurs heures, Carlsen et Dancy essayent de fixer un autre câble dans le fracas assourdissant des vagues. Mais cette fois, la mer va l'emporter. Il était dit que le Flying Enterprise devait couler. Le bateau, couché sur le flanc, s'incline à la verticale. À 64 km des côtes de Falmouth, Carlsen et Dancy abandonnent le navire. Ultime acte de courage, ils plongent dans la tempête. Ici le Kiss. Le Turmoil vient de prendre à son bord les capitaines Dancy et Carlson. Ils sont tous les deux sains et saufs. Le 10 janvier 1952 à 16 h, l'énorme Flying Enterprise est englouti par l'Atlantique. La conduite en montagne, passionnant pour un pilote, encore faut-il que la mécanique soit totalement fiable. Été 96, rallye des gorges de la Nesque, près de Carpentras. Nous sommes dans la voiture de Stéphane Rambaud. Il est à mi-course et les virages s'enchaînent. Grâce à une caméra installée dans l'habitacle, nous pouvons suivre la scène en direct. La voiture ne s'immobilisera que 70 mètres plus bas. J'attendais le voile noir qui arrive et ça y est, c'était la fin, j'étais mort. Mais non, heureusement, Stéphane Rambaud s'en est sorti indemne. Pour essayer d'expliquer son accident, nous avons demandé à Richard Autran de refaire ce parcours. Pour lui, ce virage ne présente pas de difficulté majeure. Le lieu où s'est passé l'accident, c'est un virage qu'il faut bien repérer en reconnaissance. C'est un virage qui se négocie assez vite et à moins d'un bruit mécanique, on ne peut pas sortir à cet endroit-là. Lorsque je suis arrivé dans le virage, mon câble d'embrayage a cassé et je n'avais pas de solution pour éviter cet accident. Et à cette vitesse, environ 110 km/h, un câble d'embrayage qui casse, ça ne pardonne pas. Le pilote ne contrôle plus rien. C'est un peu comme s'il se retrouvait au point mort. Impossible de tourner. Pourtant, Stéphane Rambaud a tout essayé. Quand les vitesses ne voulaient pas s'enclencher, j'ai quand même pris le volant à deux mains pour essayer de prendre le virage en me disant bon, faut que ça passe. Dans les tonneaux, j'ai rien vu de spécial, ça tournait, j'ai rien entendu. Le taux d'adrénaline a dû monter beaucoup et on voit rien, on n'entend rien, et on pense plus à rien. Et on attend, on subit. J'arrivais 2 minutes derrière la Sierra, je vais pour freiner, je vois 2 énormes traces de frein noir qui se dirigent vers le mur, je lève le pied, sachant pas ce qui se passait. Bon, inquiet, j'ai continué, j'ai rien vu. Et bien sûr, j'ai appris à l'arrivée que la voiture était sortie, mais que les gars n'avaient pas grand-chose. Lorsque la voiture a arrêté de glisser au pied de la descente, on s'extrait du véhicule en attendant les secours, qui sont arrivés une dizaine de minutes plus tard. Les pompiers et le médecin nous ont remontés, nous ont ramenés au départ, et ils m'ont extrait les bouts de verre que j'avais sous la paupière. Stéphane Rambaud s'en sort bien, mais ce n'est pas par hasard. Car en rallye, les règles de sécurité sont très strictes et les voitures très protégées. Arceaux de sécurité, sièges baquets et harnais ultra résistants, tout est prévu pour que les pilotes soient le plus protégés possible. Mais au fait, y avait-il un moyen d'éviter l'accident en utilisant le frein à main par exemple? En actionnant et le frein à pied et le frein à main, il y avait toutes les chances qu'on bloque les roues, et à ce moment-là, le résultat aurait été le même. C'est pas une erreur de pilotage, c'est pas une erreur de préparation de l'auto non plus. C'est, je crois, un manque de chance. Un manque de chance, c'est certain. Car avant chaque départ d'épreuve chronométrée, un commissaire agréé par la Fédération française de l'automobile vérifie point par point la conformité du véhicule et son état technique. En l'occurrence, la voiture avait été vérifiée, validée, y compris le câble d'embrayage. Ce qui aurait été le top, c'est de pouvoir changer toutes les pièces d'usure avant le rallye, mais pour des amateurs, c'est pas faisable. Le rallye est un sport qui coûte très cher. C'est un sport de riche pour gens pauvres, moi je dis toujours ça. Pour assouvir leur passion, les pilotes doivent débourser chacun entre 150 000 et 500 000 francs par an. 150 000 francs pour les bricoleurs et 500 000 francs pour ceux qui ne mettent jamais les mains dans le cambouis. Mais rien n'arrête ces boulimiques de la route, même pas ce genre d'accident de parcours. Quelques temps après, je suis monté à Notre-Dame de la Salette, faire une prière, me recueillir, car j'estime qu'on revient de loin. Aujourd'hui, quand je vois ces images,
Mon sentiment, c'est que c'était pas notre heure, ni celle du photographe. Et c'est avec philosophie que Stéphane Rambaud a depuis repris la route et les rallyes. Des automobilistes avaient pourtant averti la voirie qu'un arbre s'inclinait dangereusement sur la route. Jour de congé pour Walter Grimes. Cet ambulancier texan en profite pour essayer son dernier joujou, une petite caméra numérique. Pour pouvoir conduire et filmer en même temps, il l'a fixée au tableau de bord de son 4x4 et c'est parti pour une petite balade en direct. Là, Walter s'engage sur une départementale et ne voit pas le danger qui se profile à l'horizon. C'est comme si tout s'était passé au ralenti. J'ai pensé à la violence de l'impact, puis à la famille, à ma famille. J'ai pensé que je n'aurais plus jamais l'occasion de dire je t'aime. Ce sont les deux choses auxquelles j'ai pensé. Le choc a été très violent, mais heureusement sans gravité pour Walter qui l'a vu venir. Il s'en tire avec quelques égratignures, ce qui n'est pas le cas de son 4x4. Les secours vont mettre plusieurs heures pour dégager la route. Mais lorsqu'enfin ils vont réussir à enlever l'arbre du capot de la voiture, Walter va découvrir les dégâts avec stupeur et réaliser qu'il a eu beaucoup de chance. Je trouvais ça drôle à regarder, mais ma famille, elle, pas du tout. Ma mère en a été malade. La caméra était installée à cet endroit, sur le tableau de bord, afin de pouvoir tout filmer, tout ce qui se trouve au-dessus du volant. Mais Walter n'avait pas prévu que ce jour-là, sa caméra en est témoin, le ciel lui tomberait sur la tête. Le petit Jonathan est coincé dans une bouche d'égout. Les pompiers n'arrivent pas à l'en sortir. Calme-toi, calme-toi. J'y crois pas, c'est pas vrai, j'y crois pas. Ok, calme-toi mon grand. C'est en voulant récupérer une clé anglaise lâchée par sa petite sœur que Jonathan Garza, 11 ans, s'est retrouvé coincé. En sautant dans le trou pour ramasser la clé, il n'avait pas prévu que la bouche d'égout se rétrécissait à la base. Je me suis glissé dedans et mes jambes se sont coincées. J'ai essayé de tirer et j'ai encore plus glissé. Et maintenant je peux plus sortir. Les pompiers tentent de dégager l'enfant en forçant, mais Jonathan les supplie d'arrêter. Arrêtez! Arrêtez s'il vous plaît! S'il vous plaît! Et écoute-moi, calme-toi, on ne va pas te faire de mal, ne t'inquiète pas, on fait tout ce qu'on peut. Tu dois faire ce qu'ils disent, ne te fâche pas, écoute bien ce qu'ils disent. Rassuré par sa maman, Jonathan reprend confiance. Les pompiers vont essayer de le dégager avec du savon liquide. Cette méthode ancestrale peut se révéler très efficace. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ils vont faire ce qu'ils peuvent pour te sortir de là. Ça fait mal. Mais le savon ne change rien. Les jambes de l'enfant se sont complètement enfoncées dans le trou en forme d'entonnoir. Jonathan est coincé depuis plus d'1 heure. Il y a un truc qui s'enfonce dans mon pied. Non, John, serre ma main très fort. Heureusement, la maman de Jonathan est près de lui, mais elle a un mal fou à le calmer. Les pompiers n'arrivent pas à atteindre le pied de l'enfant. La nuit ne va pas tarder à tomber, le petit garçon est à bout de force. Je ne vais pas te couper, t'inquiète pas, il n'y a rien qui va te couper. Les copains de Jonathan s'inquiètent eux aussi. Même les pompiers ne savent plus quelle technique adopter. Ils n'ont aucune visibilité. Essaye de faire tomber ta chaussure. C'est coincé. Mais les pompiers semblent enfin avoir trouvé une solution. On a trouvé le bon angle. On va te tourner un tout petit peu, te pencher vers l'avant, et comme ça on va réussir à te sortir de là. Tenter de faire tourner le pied de l'enfant pour pouvoir le tirer hors du trou, c'est le dernier espoir avant de casser le bitume. Ne laisse pas tomber, je crois que ça bouge. Ok, allez John. Ok, tu es prêt John, encore une fois. Jonathan est maintenant coincé depuis 2 longues heures, mais leur patience à tous va payer. Enfin, Jonathan est libre, soulagé et en bonne santé. Il n'a que quelques égratignures qui seront vite oubliées en faisant un gros câlin à son sauveur, le pompier. Je lui ai dit, tout va bien, je t'avais dit qu'on te laisserait pas tomber. Et tout va bien aller maintenant. Il a dit, je sais, embrasse-moi. Comment voulez-vous résister à ça? Il est trop, ce gosse. Enfin, sa clé anglaise à la main, repêchée au fond du trou, Jonathan va peu à peu oublier ses larmes et retrouver le sourire. Partie de pêche peu ordinaire pour Jim et Clyde. Habitués à pêcher dans ce lac glacé, les 2 hommes procèdent toujours de la même façon, en aménageant un trou dans la glace. Mais là, ils vont faire une drôle de rencontre. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qui se passe?
Mais qu'est-ce que tu comptes faire, toi? T'es qui, toi, un rat musqué? Jim engage la conversation avec l'animal pour tenter de le faire sortir, mais ça ne marche pas. Allez, allez, viens. Tu entends ce que je te dis? Allez, viens. Tu as froid. Tu trembles. Enfin, la petite bête sort du trou. Ne retourne pas dans le trou. Mais apparemment, le petit rat n'a pas l'intention d'obéir aux pêcheurs. Il retourne dans son trou et ne va pas les laisser pêcher tranquilles, puisqu'il va même garder son trou et les empêcher d'approcher. T'es vraiment une vilaine bestiole, hein? Les attaques du petit monstre se succèdent. Il faut dire que les pêcheurs ne le laissent pas tranquille. Pour le faire déguerpir, ils tentent même de lui faire peur en tapant sur la glace. Mais ça ne marche pas. Le petit rat musqué est de plus en plus effronté. Ok, vas-y. Tu sais que t'es une sale petite bête, tu le sais ça. Tu vas pas me mordre quand même. Et si, le pêcheur l'a bien cherché, bien fait. Et on ne résiste pas à vous le montrer, encore une fois, au ralenti. De retour près de son trou, le petit rat attend de pattes fermes que les pêcheurs importuns s'en aillent et les attaque à nouveau, allant jusqu'à casser la caméra. Moralité, ce sont les rats qui font la loi. Accroché à un rocher, un homme attend les secours, mais soudain, une énorme vague le jette à la mer. Deux pêcheurs se sont laissés surprendre par la tempête. Ils se sont retrouvés coincés sur un rocher entouré par une mer déchaînée. L'hélicoptère des secours est sur place, mais le vent souffle à plus de 130 km/h et rend le sauvetage très délicat. Le sauveteur doit descendre au bout d'un treuil et remonter les hommes un par un. Une caméra située à l'intérieur de l'hélicoptère filme toute l'intervention. Ok, ils sont juste en dessous de moi maintenant. Il faut que tu passes par la droite. Reste bien vers la droite. Est-ce que tu peux garder cette position? Je vais essayer. Ok, à droite, encore à droite. C'est bien les gars, attention au mouvement brusque. Le premier homme est hors de danger, le sauveteur redescend aussitôt. Ok, il est juste en dessous. Est-ce que tu peux l'atteindre? Reste stable. Le pêcheur s'accroche comme il peut. Il est à bout de force. Il doit lutter contre les vagues qui s'abattent sur le rocher. Les vents redoublent de violence. Le sauveteur n'arrive pas à se positionner. Ok, il faut passer par l'autre côté. Ok. Bon, maintenant d'avant en arrière. Mais soudain, alors que le sauveteur a presque atteint son but, une vague plus forte que les autres emporte le pêcheur sous ses yeux. Sur ces images, on voit bien que le sauveteur tente une dernière fois de l'attraper avant qu'il ne soit entraîné vers le fond. Mais l'équipe n'abandonne pas. L'homme ressurgit à la surface, il est toujours en vie. Le pilote de l'hélicoptère prend tous les risques pour maintenir l'appareil à la verticale du pêcheur. Mais le positionnement du sauveteur, qui se trouve au bout du treuil, est de plus en plus difficile. Ok, encore un peu à droite. Stop. À droite. À droite. Rien n'y fait. Le sauveteur n'arrive pas à s'approcher davantage du pêcheur. Mais soudain, l'homme va comprendre. Je criais et il s'est retourné. Et quand il s'est rendu compte que je revenais le chercher, il s'est mis à nager dans ma direction. Ça y est, soulève. Soulève. Attention. Reste stable et remonte directement. Bien droit. Ok, reste stable, vas-y. Ok, ça y est, on l'a. J'avais peur qu'il se soit cogné la tête. Mais quand il a ressurgi, j'ai été soulagé de voir qu'il avait l'air d'aller. Il a cogné les rochers avec ses genoux et s'est laissé glisser. C'était une grosse erreur de se mettre dans une telle situation. Et le regard qu'ils ont eu quand ils sont remontés dans l'hélicoptère était incroyable. Ils étaient très heureux d'être là. Des regards qui, à eux seuls, récompensent Greg et son équipe des efforts qu'ils font chaque jour pour sauver des vies. Le décollage, l'étape la plus dangereuse en aviation. Ce pilote met les gaz, mais il va rencontrer un obstacle. Le Spitfire, un avion exceptionnel entré dans la légende pendant la Seconde Guerre mondiale. On dit qu'il a gagné la guerre, on dit même qu'il a sauvé la démocratie. Cet avion de chasse anglais conçu par Reginald Mitchell dans les années 30 collectionne les qualités. Beau, puissant, rapide, maniable, léger, il est aussi une véritable plateforme de tir. Sous son capot, plus de 1500 chevaux lui permettent d'atteindre presque 750 km/h. La même vitesse qu'un Airbus, mais avec une hélice. Un avion mythique.
La meilleure preuve que c'est un avion mythique, c'est que lorsque Margaret Thatcher était Premier ministre, eh bien, son gouvernement a décrété que les Spitfire, tous les Spitfire du monde, et il en reste aujourd'hui à peu près une quarantaine en état de vol dans le monde, que tous les Spitfire du monde étaient monuments historiques britanniques. Techniquement, c'est quand même un avion comme on n'en fait plus aujourd'hui. Il est léger, puissant, et il a un comportement un petit peu de cheval de course. Hein. C'est quand même quelque chose qui part très très vite et dans tous les sens. Difficile donc de piloter un Spitfire, et d'ailleurs ces pilotes sont moins nombreux que le cercle déjà restreint des astronautes. Seule une toute petite élite peut piloter de telles machines. Mais même les meilleurs ne sont pas à l'abri d'un accident. Nous sommes ici en Suisse en 1978, aux commandes Pete Thorne, l'un des pilotes les plus chevronnés de la Royal Air Force, et pourtant... Heureusement, ni Pete Thorne ni le pilote du T6 ne seront gravement blessés. C'est des miraculés. Il faut savoir que sur le Spitfire, le réservoir d'essence se trouve placé juste devant les genoux du pilote, entre l'habitacle et le moteur. Et là-dedans, comme il rentrait chez lui en Angleterre, il y a 600 litres d'essence. Et le T6, l'avion qui était en face, a lui ses réservoirs de part et d'autre du fuselage, dans l'emplanture des ailes, et il devait bien avoir 300 ou 400 litres, c'est à peu près ce qu'on met là-dedans. Donc au total, il y avait à peu près 1000 litres d'essence sur la piste à ce moment-là. C'est la première fois que je vois ces images, et je remarque que visiblement, le pilote hollandais n'avait pas vu que son aile était arrachée, et c'est pour ça qu'il s'est cassé la jambe en sautant. Moi, je suis resté dans le cockpit car je n'arrivais pas à couper le moteur, et il fallait absolument couper l'arrivée d'essence. C'est pour cette raison que je ne suis pas sorti de l'appareil immédiatement. Sur l'aérodrome de Bex, le lendemain du meeting aérien, les pilotes décollent chacun leur tour pour rentrer chez eux. L'ambiance est détendue, trop détendue, car dans la tour de contrôle, pour donner l'ordre de décoller, il n'y a personne. Les pilotes se débrouillent à vue. Mais quand vient le tour du Spitfire, les choses se compliquent. Il se présente sur la piste alors qu'un autre avion, un T6, s'y trouve encore. Pete Thorne comprend qu'il peut décoller, mais l'ordre vient d'un plaisantin et non de la tour. Tony Kupfer était chef de piste ce jour-là. Le T6 remonte la piste, le Spitfire était prêt à décoller, on lui donne l'autorisation de décoller. Un membre du club qui était à la buvette dit Spitfire go. Donc il met les gaz, la queue se lève rapidement, et il se trouve tout d'un coup en face du T6. Et il a rencontré le T6, qui l'a repoussé environ une quarantaine de mètres jusqu'à la hauteur de la tour de contrôle. J'ai vu l'appareil. Je devais être à 110 km/h, ce qui représente environ 6 mètres par seconde. J'avais à peu près 1 seconde pour réfléchir. C'est très court pour prendre une décision. Je me sens responsable parce que j'aurais dû avoir pensé, imaginer que le lundi, il fallait aussi les spécialistes de la tour de contrôle de Genève qui s'occupaient de la sécurité en vol. Pendant 2 mois, j'ai mal dormi la nuit. On avait tous honte, quoi. Un quiproquo, un énorme malentendu qui a provoqué un crash. Mais dans cette affaire, les responsabilités sont partagées. Le pilote doit vérifier lui aussi les informations qu'il reçoit, et en l'occurrence, c'était difficile. En aviation, il faut toujours faire les choses 2 fois, voire 3 fois. Il faut toujours revenir et s'assurer toujours de la possibilité de décoller, par exemple, sur une piste libre. La première des choses, c'est que dans le Spitfire, on ne voit rien devant. Dans le T6 non plus, d'ailleurs. La verrière est tout à fait étroite et même quand la tête est en butée en hauteur, on ne voit pratiquement rien à l'avant. Ceci est dû surtout au montant de chaque côté de la verrière qui font que malheureusement, nous n'avons pas de visibilité frontale. Pendant la guerre, très souvent, lorsqu'il y avait beaucoup d'avions qui roulaient au sol, d'avions de ce genre-là, avec des avions avec le moteur très haut devant le pilote, eh bien, on mettait un mécano sur l'aile. Le mécano était sur l'aile et guidait le pilote par geste, et donc ça assurait une sécurité supplémentaire. Ce qui est le plus effrayant dans cet accident, c'est que on n'a pas le temps d'avoir peur. Je ne souhaite pas garder de souvenirs de cet accident. C'est trop triste. Mais quand on a le pilotage dans la peau, on oublie et on y retourne. La preuve. Après cet accident, je me suis remis à piloter dès la semaine suivante. Le Spitfire a été pris en charge par le service de réparation de la Royal Air Force. Puis il a été ramené en Angleterre. Aujourd'hui, il vole toujours avec l'escadron de bataille britannique. Ce que j'ai retenu de cet accident, ne pas forcément faire confiance à la tour de contrôle. Décidément, les Anglais ne se départiront jamais de leur formidable sens de l'humour.
Le saviez-vous? Le métier de cascadeur est l'un des plus vieux métiers du monde. La preuve. Cet homme, c'est Frank Friggs, l'un des premiers cascadeurs. Nous le voyons ici dans les années 30 aux États-Unis. Sa spécialité, cracher des avions. Et ce casse-cou ne recule devant rien pour le spectacle, car ce qu'il préfère, c'est cracher ses avions dans des maisons. Il ne fait pas ça pour le cinéma, non, c'est juste pour divertir le public et pour son plaisir. On se déplace de très loin pour venir voir Frankie Friggs dans ses shows géants. Et même si à chaque fois les spectateurs et les secours se disent « cette fois, il ne va pas s'en sortir », Frankie ressort toujours de ses tas de ferrailles, un peu groggy, mais avec le sourire. Alors Frankie, combien d'avions avez-vous déjà craché? 60, c'est le 60e celui-là. Et ce n'est pas fini, Frankie crache aussi ses avions dans l'eau. Mais ce jour-là, problème, le moteur cale en vol. Ce n'était pas prévu. Cette fois, Frankie tombe pour de bon et atterrit sur le parking. Mais là encore, il s'en sort avec quelques cicatrices sur le bout du nez. Mais très vite, Frank ne sera plus seul. Quand tu arrives sur la maison, prends sur ta droite. N'aie pas peur, rappelle-toi, je suis avec toi. Ok Franck, on y va. Et oui, incroyable, Frank Friggs a trouvé l'âme sœur. Non seulement elle va partager sa vie, mais elle partage aussi ses crashs. Et après les crashs, ils partagent la vedette, logique. Les gens les adorent et ils ont l'air parfaitement heureux. Rassurez-vous, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas non plus le tournage d'un film de guerre, même si ces images vous laissent penser le contraire. Question, à votre avis, qui sont les auteurs de ces destructions en chaîne et dans quel but secoue-t-on ainsi notre planète? La réponse est simple. Pour que vous puissiez allumer votre lumière le soir, tout commence ici. Ici, c'est le Wyoming et ses grandes étendues désertes, où le minerai nécessaire à la production d'énergie affleure. Nous sommes sur la base de Maille, la plus productive des carrières américaines. On y extrait de l'uranium. Le contenu de ce seul camion peut alimenter en électricité les besoins d'une famille pendant 40 ans. Chaque année, 43 millions de tonnes de minerais sont extraites. Rien à voir avec les carrières françaises. Ce type d'abattage est à peu près une centaine de fois plus important que ce que l'on est capable de faire, nous, en France, et autorisé. Les trous sont de diamètre nettement supérieur. Ils sont peut-être de l'ordre de 300 mm au moins, et peut-être plus. Et la quantité mise en place dans chaque trou aux États-Unis peut être de l'ordre de 1000 kg, alors qu'ici, elle est de 70 kg. Vous l'aurez compris, on parle des trous qui abritent l'explosif, une mixture faite de TNT et de gasoil. Le minerai se trouve jusqu'à 45 mètres sous terre. Aussi, pour l'atteindre, plusieurs centaines de tonnes de cette émulsion détonnante sont indispensables. Vous savez, bien placé, avec le tiers ou le quart d'une charge comme ça, vous tombez l'Arc de Triomphe, par exemple. Cette explosion-là aura nécessité 600 tonnes d'explosifs. 600 tonnes, c'est presque la même intensité que la bombe d'Hiroshima. Pourtant, bien entendu, les conséquences n'ont aucun rapport. Le truc pour que de telles explosions soient inoffensives, le tir décalé. Vous voyez que les trous ne partent pas en même temps, donc on a suivi une progression de départ, et on l'aperçoit encore sur ce tir-là, qui fait que tous les trous ne sautent pas en même temps. Si on considère que vous prenez un tir de 100 trous, avec une tonne de charge par trou, globalement, ça vous fait un tir de 100 tonnes d'explosifs. En réalité, si on a séquencé les trous les uns par rapport aux autres, la charge unitaire instantanée, qui créera la vibration de sol, sera ramenée à une tonne. Le fait de les décaler sert à diminuer les vibrations de l'onde de sol, pour que ces vibrations ne soient pas destructrices pour l'environnement. Ce secret révélé, on comprend mieux. Ces explosions séquencées créent plusieurs petites ondes de choc au lieu d'une seule, énorme et dévastatrice. C'est la solution pour être efficace, tout en préservant l'environnement. Quand on fait ce genre d'explosion, il faut qu'elle soit retardée, décalée. Il faut laisser le temps à la matière de bouger, pour ainsi dire. Nos explosions consistent à tirer des vagues sismiques en rafale. On essaie de laisser quelques 300 millièmes de seconde entre les explosions, un écart qui laisse le temps à la matière de retomber proprement, entre guillemets. Nous allons maintenant assister à un tir en direct. La vingtaine de trous est remplie d'explosifs, les mèches sont attachées les unes aux autres et les mécanismes de détonation décalés sont installés. Voici l'appareil qui décale les tirs de 42 millièmes de seconde. Une fois la mèche allumée, le bouchon ici saute, le timer est dans celui-là et 42 millièmes de seconde plus tard, celui-là saute, puis la mèche continue vers l'autre et ainsi de suite. Ces deux-là exploseront en même temps, puis ces deux-là, etc. 5, 4, 3, 2, 1,
Impressionnant, spectaculaire, mais c'est rassurant, les accidents sont très rares. Il y a parfois des accidents, mais je pense qu'ils sont le résultat, pratiquement tout le temps, d'erreurs humaines. Donc en fait, de personnes qui n'ont peut-être pas très bien respecté la réglementation en vigueur. En France, on extrait très peu d'uranium. Les carrières produisent essentiellement des matériaux destinés à la construction. Les carrières françaises procèdent à 2 tirs par semaine et pas question de dépasser les quotas d'explosifs autorisés. Par exemple, ici, près d'Angoulême, on tire au maximum 1400 kg d'explosifs. Et 1400 kg, ça donne ça. Rien n'est trop beau ou trop grand pour les Américains. Là-bas, c'est à vie et au sommet du Mont Rochemort que quelques privilégiés, 4 présidents, ont pu laisser une trace indélébile. S'il vous prenait l'envie de visiter l'état du Dakota du Sud, ne manquez pas, nichée dans la montagne, la plus monumentale sculpture de granit jamais réalisée au monde. Classé mémorial national en 1925, le Mont Rochemort est le symbole de la démocratie américaine. Il est un hommage aux hommes et aux idées qui ont fait la grandeur de ce pays. 4 géants de pierre se partagent cet honneur. Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, George Washington et Theodore Roosevelt. Sculptées à même la roche à 1740 mètres du sol, ces effigies de 18 mètres chacune représentent un véritable tour de force pour l'époque. Un tour de force technique puisque les moyens utilisés furent démesurés, et un tour de force humain puisqu'au total 360 hommes participeront de près ou de loin à ce projet. C'est à un disciple du sculpteur Auguste Rodin que l'on doit l'originalité de ce programme. Connu pour ses portraits, le sculpteur Borglum s'attelle dès 1927 à la création du Mont Rochemort, avec pour ligne de conduite, rester fidèle à ses modèles et à son ambition. Pour représenter un visage, il y a 2 paramètres qui interviennent. C'est-à-dire qu'il faut quand même, surtout dans ce contexte-là qui est très particulier, il faut effectivement qu'on puisse capter la ressemblance. Et toute la patte de l'artiste, tout son talent, ça va être aussi d'essayer de faire passer une sensation propre de ce personnage. Mais difficile de s'exprimer pour un artiste, en taillant suspendu au-dessus du vide et à la verticale, 4 nez et bouches de plus de 6 mètres, ou encore 4 paires d'yeux de 4 mètres. Pour y parvenir, Borglum va s'inspirer de petites maquettes de plâtre qui lui serviront de référence pour sculpter les grands modèles. Pourtant, le gigantisme d'une telle entreprise ne fut pas son principal obstacle. Il a fallu prendre en compte le choix du site et la nature de la roche. Le granit, c'est une pierre très particulière parce que c'est une pierre très dure. C'est la pierre la plus dure qu'on puisse tailler en taille directe. C'est une pierre, je dirais, à tendance obsessionnelle. On entre en granit, c'est-à-dire que quand on aborde un granit, il appose un rythme de taille qui est un rythme lent, un rythme où on a le temps de respirer, un rythme violent sans être fort. Enfin bon, il faut rentrer carrément, je dirais, dans les vibrations de la pierre. Et une fois tous ces paramètres assimilés, les visages seront démultipliés et reproduits à même la pierre. Mais avant l'étape de la taille proprement dite, qui se fera à l'explosif, il y a la phase capitale du tracé. Alors là, ce monsieur est en train de tracer l'emplacement des forages, et avec certainement, il doit donner au foreur l'indication de profondeur, de manière à avoir le profil du visage ensuite. Chacun va suivre ses consignes à la lettre car la manœuvre est délicate. L'explosion génère des micro-fissurations dans la roche qu'il faut à tout prix éviter. Pour les spécialistes, le succès dépend de la quantité d'explosifs utilisés, ici une centaine de kilos, et du talent des artificiers. Pour moi, c'est une explosion qui n'est pas très forte. C'est spectaculaire parce qu'il y a une forte poussée de gaz et beaucoup de fumée. L'explosif est mis dans des trous, il est confiné, il n'est pas du tout placé à la surface du rocher. Ce ne sont pas des charges appliquées, ce sont des charges qui sont introduites dans des trous de manière à mieux maîtriser la géométrie du visage. Ils ont mis en place un explosif type poudre noire, plutôt donc un explosif déflagrant, plutôt qu'un explosif très violent. Réussite totale pour Borglum qui aura passé 14 années de sa vie au pied de cette montagne. 6 années à sculpter et 8 autres à rattraper le retard dû aux caprices du temps et aux conséquences de la crise de 29. Autre satisfaction, plus de 71 ans après le début de sa création, les touristes sont toujours aussi nombreux à venir admirer cette incongruité de la nature. « 58 tonnes de sable pour une œuvre unique, la reproduction de l'Atlantide. » Île de la Fête, près de San Diego, nous partons à la rencontre d'un amoureux du monde antique qui vient de réaliser son rêve. Cet homme, c'est lui, Jerry Kirk. Son métier, sculpteur de sable.
Depuis 5 ans, il travaille sur un projet un peu fou, ressusciter l'Atlantide, cette cité mythique qui se serait engloutie à l'ouest du détroit de Gibraltar. Pour cette mission titanesque, Jerry a fait appel à une centaine d'artistes venus du monde entier. Première étape, creuser une surface égale à celle d'un terrain de foot. Ensuite, les volontaires installent des fondations en bois qui vont supporter les 58 tonnes de sable nécessaires à l'élaboration de la sculpture. De loin, on dirait un château de sable géant, mais patience, vous n'avez encore rien vu. L'équipe de Jerry s'attelle enfin à la phase artistique du projet. Chacun laisse libre cours à son inspiration, à ses envies, avec ses doigts ou les outils de son choix. Truelle, paille, pinceau, les artistes travaillent le sable comme la pierre. Le but, élever chaque détail au rang d'œuvre d'art. Et regardez, c'est plutôt réussi. En quelques mois seulement, plus de 100 personnes se sont relayées pour réaliser la plus grande sculpture de sable au monde, une fresque antique en plein air et accessible au public. Grâce à la tour de la cité qui atteint 20 mètres de haut, Jerry et son équipe sont entrés dans le livre des records. Je suis très confiant car on va garder ce record pendant encore pas mal d'années. Et en plus, on est très content du résultat. L'Atlantide sur Terre, l'Atlantide ressuscitée. Les anciens et particulièrement les Grecs n'en croiraient pas leurs yeux. Surtout que ce n'est pas l'œuvre des dieux. Ce n'est ni un décor de carton-pâte ni des comédiens. C'est un glacier et ces touristes ont bien failli ne jamais revenir de leur balade estivale. Courmayeur, petite station des Alpes italiennes située sur le massif du Mont Blanc, à quelques kilomètres de Chamonix. Si l'hiver, le site est pris d'assaut pour ses pistes de ski, Courmayeur est aussi très fréquenté l'été pour la beauté de ses paysages. Point de passage incontournable des touristes, en contrebas d'un glacier qui culmine à 3000 mètres, le lac du Miage. Un lac qui, le 9 août 96, a été le théâtre d'une scène incroyable. Alors que des dizaines de touristes admirent le site, des pans entiers du glacier se détachent. C'était une journée très chaude. Les touristes se tenaient au bord du lac, tout près du glacier, quand subitement un énorme morceau de glace s'est détaché. Il s'est écrasé dans l'eau, une énorme vague s'est formée et a emporté tout le monde. Le plus beau cliché, la plus belle vidéo, voilà pourquoi ces touristes se trouvaient si près du danger. Un danger que tout le monde a totalement sous-estimé. Au départ, les gens regardaient et photographiaient les petits morceaux de glace qui se détachaient, mais ils ne s'attendaient pas à la suite. Pourtant, ça arrive souvent. Moralité, c'est pareil pour tous les glaciers. S'approcher trop près est dangereux, surtout l'été quand il fait chaud. Oscar est guide de haute montagne à Courmayeur. Prévenu par le téléphone portable de l'un des touristes, il est le premier à s'être rendu sur les lieux. En arrivant, il découvre 16 blessés, mais heureusement, tous les touristes s'en sont sortis. Le blessé le plus grave était une petite fille presque inconsciente et en état d'hypothermie. À part ça, il y a eu plusieurs fractures, des entorses, mais il y a eu aussi des blessures très légères. On s'en est vraiment bien tiré. Mais ce n'est pas par hasard, car les secours interviennent très vite. Les touristes en état de choc seront évacués rapidement. Le premier hélicoptère a mis 7 minutes pour arriver sur place. Le second était là au bout de 20 minutes. Quant à l'ambulance, elle était là environ 3 quarts d'heure après l'accident. On peut considérer qu'au bout d'environ 1h30 à 2h, tout le monde était évacué. Évacué et sain et sauf. Mais au fait, pourquoi ce glacier s'est-il effondré si brutalement ? Ça n'est pas un événement extraordinaire dans la vie d'un glacier. C'est même un petit événement dans sa dynamique, et tous les glaciers réagissent de la même façon. Tous descendent vers le fond des vallées. Dans le cas du Miage, le glacier effectue une courbe au-dessus du lac, et sa vitesse de descente est très importante à cet endroit. Elle est de plusieurs mètres par an. C'est une phase naturelle, régulière, fréquente, surtout l'été à la période des fontes, et donc difficile à prévoir. Ces touristes n'étaient accompagnés ni de guides ni de moniteurs. Il faut dire que si l'accès au Miage est interdit l'hiver, l'été, c'est au contraire le rendez-vous préféré des vacanciers. Notre type d'intervention consiste d'abord à informer les touristes sur les phénomènes qu'ils peuvent rencontrer.
Aujourd'hui, des panneaux indiquent les risques liés au site, ce qui n'était pas le cas avant l'accident. D'autre part, notre mission est d'éduquer les touristes en leur rappelant qu'un glacier vit et par conséquent qu'il représente un danger constant. Depuis 1996, depuis cet accident, Courmayeur n'a pas enregistré de baisse de fréquentation. Son lac, son glacier et ses pistes de ski attirent toujours autant de touristes, mais ils ne peuvent plus s'approcher aussi près du site. Une cargaison à l'eau, c'est la crainte de tout convoyeur, la hantise de tout capitaine. Piloter des barges de 30 mètres de long et de plus de 15 tonnes est un exercice difficile. Il devient même périlleux lorsque la mer est démontée. Risqué pour la vie de l'équipage, risqué aussi pour les cargaisons transportées. Ces risques, le capitaine André Pornin les connaît. Depuis 20 ans, il se lève à l'aube pour préparer son bateau. Contrairement à ce que l'on croit, les barges sont poussées par des bateaux et non tirées par des remorqueurs. Le capitaine Pornin peut pousser jusqu'à 80 mètres de barge et comme tous les capitaines, il redoute ce genre de situation. On voit l'image comme ça, ça me fait froid dans le dos. Ça, c'est le pire des cauchemars pour un commandant. Il y a eu un chargement trop lourd vis-à-vis de la barge et elle a coulé. Cette erreur, un armateur de Miami, William Wollstonecroft, l'a commise lui aussi. Son rêve, créer une plantation de riz à Guyana, à quelques 5000 km de la Floride. 2 barges poussées par 2 bateaux transporteront tous les équipements nécessaires. Cela fait 1 an que William Wollstonecroft travaille sur ce dossier. Il touche au but, mais il est à court d'argent. Conséquence, ces barges seront plus petites et les délais de transport seront réduits. Le pousseur de barge accepte ces conditions. À mon avis, il est sorti, c'est son patron qui a dû le forcer. En effet, rares sont les capitaines qui auraient accepté de prendre le départ. Mais William Wollstonecroft ne laisse pas le choix à son équipage. Il ordonne la levée de l'ancre, un ordre qu'il regrettera amèrement 80 km plus tard, quand la tempête se lève. C'était la panique. Personne ne savait quoi faire en premier, et on doit agir vite. L'alternative, c'est marche ou crève. Alors voilà ce qu'a décidé de faire le capitaine. Avec un temps pareil, la barge c'est vraiment un boulet, il faut s'en séparer pour éviter de couler avec la barge. Quand on coupe le câble, c'est vraiment qu'on n'a plus le choix. C'est pour sauver sa vie. Moi je suis sur la barge, vous sur le remorqueur, et ce qui relie la barge et le remorqueur, c'est les lingues. Et c'est ça qu'il a coupé. Bon réflexe, mais trop tard. En effet, alors que la barge a déjà été complètement engloutie, le remorqueur commence lui aussi à couler. Pour les marins, à la fois du remorqueur et les passagers de la barge, c'est certainement un cauchemar parce qu'ils savent qu'ils ont quelques minutes, voire quelques secondes pour évacuer leur bâtiment. Donc, compte tenu de la température de l'eau, ils ont intérêt à se jeter à l'eau. Et c'est ce qu'ils ont fait après avoir eu juste le temps de prévenir les secours. Nous savions qu'ils étaient vraiment en danger car les vagues passaient par-dessus la proue et la poupe. Ils allaient couler quand nous sommes arrivés. L'hélicoptère des forces navales de Floride est sur place en quelques minutes. Malgré des conditions délicates de sauvetage, William Wollstonecroft et les membres de l'équipage du bateau seront élitreillés sans aucune difficulté. À une exception près, le capitaine refuse de quitter son navire. C'était évident qu'il était mort de trouille. Je lui criais « Il faut que tu viennes !» Et il était ballotté par les vagues. Je veux dire englouti. Puis il est arrivé, il a sauté tout d'un coup à la mer. J'y suis allé, je l'ai rattrapé. Il avait les yeux fermés et tremblait énormément. C'était interminable. Et je me battais avec lui pour le forcer à monter dans la nacelle. J'ai réalisé que ça n'allait pas marcher. Il ne m'écoutait pas. Pourtant, après de longues minutes, le capitaine sera à son tour hissé à bord de l'hélicoptère. Les hommes sont tous sains et saufs, mais très traumatisés par ce qu'ils viennent de vivre. William Wollstonecroft, lui, respire en voyant enfin le capitaine les rejoindre à bord. Ça a été le meilleur moment de ma vie. Je n'avais jamais ressenti ça. C'est comme une deuxième chance de vivre. On a perdu tout le travail que nous avions fait si durement en négligeant la famille et les amis. Et tout ça arrive si vite, on ne peut rien y faire. Ce genre d'accident de mer arrive très souvent car malheureusement, les remorqueurs n'ont pas toujours la puissance nécessaire pour remorquer les barges dans le mauvais temps. Tout ça parce que les industriels ont voulu faire quelques économies. Aujourd'hui, tout ce qui reste à William Wollstonecroft, c'est la perspective d'une bataille juridique avec les assurances, mais aussi ce regret, celui d'avoir sous-estimé la mer. Pourtant, il se l'est juré, un jour il prendra sa revanche. Sa plantation à Guyana, il l'aura. On le sait, rien ne résiste à la mer lorsqu'elle est déchaînée. Une seule solution dans ces cas-là, la fuite. Flagler Beach en Californie.
Un pont est en construction. Bien entendu, il est fermé au public. Seuls les ouvriers sont habilités à y accéder. L'un d'entre eux, Siti Kuran, filme depuis la plage l'avancée des travaux. La journée de travail est finie et ça tombe bien puisque la tempête se lève et que la mer grossit. 3 ouvriers sont restés sur le pont pour ranger le matériel. Mais soudain, une vague plus violente que les autres va littéralement emporter un bout du pont. 2 ouvriers parviennent à s'enfuir, mais le 3e, John Anderson, est violemment projeté à la mer. J'ai cru que ma dernière heure était arrivée. Tout ce que j'ai vu, c'est l'eau qui arrivait et elle m'est tombée dessus. Et quand j'ai regardé en arrière, je me suis rendu compte que la structure du pont, le bois et la ferraille étaient tombés avec moi. J'ai eu beaucoup de chance, vraiment beaucoup de chance. John a très vite été sorti de l'eau par ses collègues et conduit à l'hôpital le plus proche. Il souffrait d'hypothermie, de contusions et d'hématomes, rien de grave puisqu'il a même souhaité reprendre son travail au plus vite pour participer à la reconstruction du pont. Son médecin lui a quand même conseillé d'attendre quelques jours, le temps que la tempête se calme. 2 oreilles pointues en pleine mer, ou l'histoire d'une pêche aussi miraculeuse qu'inattendue. Samedi 13 février 93, 9h du matin, Oberlac, près de Brest. René Jaffray et ses amis quittent le port pour une journée en mer. Au programme, pêche, casse-croûte et bon vin, le tout sous l'objectif du caméscope de René. Soudain, au beau milieu de la rade de Brest, les 4 hommes aperçoivent une forme étrange qui s'agite à l'horizon. C'est François qui aperçoit quelque chose au loin sur l'eau. Je prends ma caméra, puis je dis bah attends, je vais faire un zoom dessus. Et là j'ai vu, j'ai deux oreilles qui dépassaient, j'ai dit bah non, je sais pas ce que c'est une biche, un chevreuil, je sais pas. Donc à partir de là, bon, on a mis plein gaz et direction la biche. Bon réflexe, l'animal ne peut s'en sortir seul, il faut faire vite. On a eu un peu de mal à arriver sur elle, parce qu'on ne voulait pas la brusquer, donc on y allait tout doucement. Et finalement, c'était pas la bonne solution, parce que dès qu'on arrivait, elle fuyait. L'animal bouge ses oreilles, bien sûr, parce qu'elle entend le canot qui s'approche. Elle essaye d'ailleurs de fuir. Le petit animal sauvage, apeuré et affaibli, ne se laisse pas approcher. Pour l'attraper, les pêcheurs vont devoir employer la ruse, rassembler leurs forces et surtout lâcher la caméra. Du coup, on a mis plein les gaz. Je lâchais la caméra et j'avais le tronc complètement en dehors du bateau. Et là, j'ai réussi du bout des mains à choper juste les oreilles. Une fois que j'avais les oreilles, après, c'est bon, on a coupé le moteur et puis on s'est tous mis à la monter hors de l'eau. C'est une chevrette, disons, de 3 ans à peu près, qui pèse environ entre 20 et 25 kilos. C'est super, une image comme ça. La biche qui n'agit pas beaucoup grand-chose, elle se laisse faire parce que je pense qu'elle se sent sauvée. Quoi. Donc, on essaie de la réconforter, de la frotter, de ne pas lui faire de mal, d'essayer d'être tendre avec elle. La chevrette, femelle du chevreuil et non petite chèvre, est enfin hors de danger. Les pêcheurs la sèchent puis l'installent dans la cale. L'animal tremble parce qu'il y a 2 phénomènes concomitants. Elle est à la fois en hypothermie, parce qu'elle a été quand même un bon moment dans l'eau froide, et d'autre part, elle est stressée et elle a peur. Et c'est un phénomène normal sur un chevreuil, c'est un animal très émotif. Mais comment cette chevrette en est arrivée là? Jean-Louis Caromnès, qui était sur le bateau ce jour-là, nous explique. Coincée par les chiens lors d'une battue, l'animal n'a sans doute pas eu d'autre issue que de se jeter à l'eau. Puis, elle a été entraînée par le courant. Elle est partie de la pointe de Pénavire, là-bas. Avec le courant, donc à la marée descendante, elle est revenue vers ici. Et donc nous l'avons récupérée, nous, juste sur la basse mer. Cette biche, elle était à 1 km 2, 1 km 3 de la côte et elle avait très peu de chance d'arriver à terre. L'animal qui nage peut résister au maximum une demi-heure, surtout dans l'eau froide à 9-10 degrés. La chevrette a donc eu beaucoup de chance d'être repérée par ses anges gardiens. Mais très vite, pendant le trajet du retour, elle reprend du poil de la bête. René nous raconte son retour au port. C'est dur à imaginer ça en pleine partie de pêche, revenir avec un chevreuil dans un bateau, c'est le monde à l'envers. Quand on a débarqué, donc, on a voulu la mettre à quai, mais elle a commencé à paniquer, à vouloir se débattre. Donc là, il a fallu qu'on la prenne. On était moins 4 à la prendre, elle se débattait réellement. Donc du coup, on l'a attaché les pattes pour pas qu'elle s'enfuit. Il y a le collègue Jean-Michel qui a pris la biche sur son épaule, il a pris les 2 pattes avant, 2 pattes arrière. Il a mis sur son dos, son épaule, mais tout le monde voulait voir la biche, la caresser, et tout le monde était admiratif. Et nous, on est parti à 50 mètres de là, à la maison Jean-Louis, pour la mettre en sécurité. Le soir même, et sur les conseils du garde forestier, René et Jean-Louis relâcheront la petite biche dans les bois de Plougastel. Mais attention, pas n'importe où. On s'est mis d'accord sur le coin, quoi, là où elle sera à l'aise, où il y a de l'herbe, des ronces, ce qu'elle mange d'habitude. Et si c'était à refaire?
Ah, même s'il y avait d'autres à récupérer, je serai là, hein, pas de problème. Et oui, comme ses amis, Jean-Louis a été bouleversé par cette aventure. Chasseur confirmé, il a depuis le sauvetage de la chevrette pris une grande décision. Il ne tirera plus jamais sur un chevreuil. Sous le choc d'une collision, une moto s'envole et fonce droit sur les spectateurs. Dallas, Supercross du Cotton Bowl, un événement couvert par toutes les chaînes de télévision. Plus de 30 000 personnes assistent au spectacle. Parmi les concurrents, Brock Glover et David Bailey. Traditionnellement, ils se battent pour la première place. Ce Supercross n'échappe pas à la règle. Les deux motards sont coude à coude. Quand soudain, portés par leur élan, ils décollent et ils se heurtent en plein vol. Le choc est très violent, mais malheureusement ne s'arrête pas là. En regardant la scène sous un autre angle, on constate que David est projeté sur le bord de la piste. Brock, lui, tente de retenir sa moto, mais elle fonce droit sur un spectateur. Par chance, ni David ni Brock ne sont blessés. J'allais tout droit, mais David, lui, venait un peu en travers. Je l'ai vu à la dernière seconde. D'un seul coup, il a rempli tout mon champ de vision. C'est arrivé si vite. Dans ces moments-là, on ne réalise pas. Au moment de la collision, j'ai été éjecté de la moto. Malheureusement, j'avais donné un coup d'accélérateur et quand la moto a touché le sol, elle a foncé. Sur ces images, on voit distinctement que la moto continue de prendre de la vitesse après le choc. Je pense que les gens qui étaient dans les tribunes, surtout l'homme qui a été heurté par la moto, devaient être très attentifs, car je crois qu'ils l'ont vu venir. C'est un miracle que personne n'ait été blessé. Quand j'ai couru pour récupérer ma moto, j'ai crié à tout le monde « Aidez-moi, aidez-moi à la soulever !» Et les gens m'ont aidé à soulever cette moto de 100 kg et à la redescendre jusqu'à la piste. Le comble, c'est que malgré cet incident de parcours, la moto a tout de suite redémarré et Brock s'est immédiatement relancé dans la course. Quant au jeune homme heurté par la moto, il s'était à peine relevé qu'il acclamait à nouveau les concurrents. En fait, ce garçon était un chic type. Il est venu me voir après la course, je lui ai donné mon dossard, un autographe, et je lui ai donné des tas de badges en souvenir de cette soirée. Aujourd'hui, Brock et David continuent de s'affronter sur les circuits. Ils s'affrontent, mais ils se respectent. On le sait, il y a des jours où l'on ferait mieux de rester couché, des jours où la malchance s'acharne. Au départ de cette course, 30 motos rugissantes. Parmi les concurrents, Will Davis, numéro 21, un habitué des circuits. Dès le départ, il prend la tête mais se fait très vite rattraper par le numéro 1 qui ne le lâche plus. Les deux motards se détachent nettement du peloton, mais soudain le numéro 1 s'approche trop près de Will. Will semble juste un peu déséquilibré. En fait, il est blessé. En revoyant l'image au ralenti, on comprend mieux la situation. Le pied de Will s'est coincé dans les rayons de la moto de son adversaire. Il a la jambe cassée. Obligé d'abandonner la course, il lâche sa moto et tente de traverser la piste. C'est alors que le sort va s'acharner sur lui. Un autre concurrent le percute, le fait tomber et un troisième motard lui roule dessus. À ce moment-là, ma jambe était cassée, donc je ne pouvais pas poser le pied par terre. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé. Je n'ai pas bien vu ce qui se passait. On n'a pas le temps de réfléchir dans ces cas-là. Je me suis levé et j'ai voulu traverser pour sortir du circuit. J'avais à peine bougé que je me suis fait percuter à nouveau. C'était horrible. Mais dans son malheur, Will a eu de la chance. Il n'a pas eu de blessure supplémentaire. Bilan, une jambe cassée et des sueurs froides jusqu'au dernier moment. Car regardez bien là, il l'a échappé belle à nouveau. Le saut à l'élastique, c'est à chaque fois pour ses adeptes une décharge d'adrénaline garantie. Les amoureux de ce sport ne savent plus quoi inventer pour varier les plaisirs, puisqu'il faut bien le dire, sauter un élastique au pied doit procurer à chaque fois la même sensation. Cet homme, par exemple, saute avec ses skis pour changer un peu. Mais le but de tous les passionnés de saut est toujours le même, sauter à chaque fois d'un peu plus haut. Alors pour dépasser les limites, deux casse-cou ont trouvé la solution. Suspendus à un parapente, ils sont accrochés l'un à l'autre. Une fois à 300 mètres, celui qui est accroché au parapente détache l'autre qui part alors dans une chute vertigineuse. Bien entendu, le parapentiste perd de l'altitude. Quant au sauteur, une fois au bout de son saut, il coupe l'élastique. Il est maintenant en chute libre. Il semble ne plus pouvoir s'arrêter, mais le rusé sauteur a évidemment prévu son coup et il finira par ouvrir son parachute in extremis. Ça, pour de l'adrénaline,
c'est de l'adrénaline. 14 heures dans l'eau glacée ou l'histoire d'un couple hors du commun. La région nord-ouest des États-Unis vient d'être frappée par une tempête tropicale d'une puissance redoutable. Elle se caractérise par des pluies torrentielles très chaudes qui font fondre la neige sur les hauteurs et provoquent des inondations incontrôlables. Craignant le pire, les autorités ont ordonné aux habitants de la région de fuir au plus vite. C'est l'ultime solution, car devant l'ampleur du phénomène, il est difficile de mettre en place un plan d'évacuation. Comme des centaines d'autres, Marianne et Michael Antoniono ont pris la route, mais il est déjà trop tard. Très vite, ils ont été rattrapés par le déluge de pluie et de boue. Impuissants, serrés l'un contre l'autre, ils attendent les secours. Nous sommes passés d'une route sèche à 50 cm d'eau. C'était comme une rivière qui traversait la route. L'eau affluait, et puis la voiture s'est immobilisée. En 5 minutes, l'eau entrait dans la voiture. Et en 10 minutes, il y en avait presque jusqu'en haut du toit. C'est monté très vite. Seule solution, grimper sur le toit de leur voiture. Comment expliquer 50 mètres cubes d'eau par seconde qui vous arrivent dessus? À partir de ce moment-là, on a fait signe aux hélicoptères qui passaient au-dessus de nous. Pourquoi personne ne descendait? Pourquoi n'y avait-il pas de bateau? C'était horrible. Nous étions sans secours. Les hélicoptères des secours effectuent des allers-retours incessants, mais la nuit tombe et ils n'ont toujours pas repéré Marianne et Michael qui font pourtant tout ce qu'ils peuvent pour attirer leur attention. Ils sont à la merci du courant. À tout instant, un tronc d'arbre ou une épave peuvent les faire glisser de leur embarcation de fortune. Nous étions désespérés. On ne pouvait rien faire d'autre si ce n'est s'accrocher l'un à l'autre et prier pour que rien ne vienne percuter la voiture. Seuls dans l'obscurité, le mari et la femme luttent contre le froid et l'angoisse. Leur situation est tragique, mais ensemble, ils font preuve d'un courage incroyable. La nuit leur paraît interminable. Enfin, le jour se lève et l'inattendu se produit. Le pilote de cet hélicoptère vient de les repérer et se dirige droit sur eux. Mais les pales de l'hélicoptère provoquent un souffle si puissant qu'il crée des vagues. Marianne et Michael, déstabilisés, commencent à glisser du toit de la voiture. Tout de suite, le plongeur se met en place pour leur porter secours. Épuisés, ils risquent de se noyer. Il faut les rejoindre au plus vite, mais il ne peut pas les sauver tous les deux en même temps. Après 14 heures d'attente, Marianne et Michael n'ont pas l'intention d'abandonner. Malgré la fatigue, ils ont un dernier réflexe de survie. C'est à cet instant que l'on s'est décidé à faire ce qu'il fallait pour nager vers l'hélicoptère et nous mettre en dessous de lui. Marianne nageait à moitié sur le dos, ce qui fait que sa tête était pratiquement sous l'eau. Et le garde-côte, le plongeur qui venait vers nous, a senti qu'elle était plus faible que moi et il s'est occupé d'elle en premier. J'ai sorti ma tête, il a attrapé mon col, il était là-haut juste au-dessus de ma tête. Et il m'a entouré de ses jambes. Il a fait oui, c'est ça. Il savait ce qu'il faisait. C'était incroyable, ils ont vraiment du talent. Il risquait sa vie pour sauver la nôtre. Et ce n'était pas un sauvetage facile. Les cris qui sortaient alors de ma bouche étaient plutôt des cris de soulagement. Tout en surnageant dans l'eau glacée, Michael regarde son épouse s'élever dans les airs. Elle est désormais hors de danger. Soulagé, il attend son tour en s'accrochant au branchage pour ne pas être emporté par le courant. Sans perdre une seconde, le plongeur redescend le chercher. Après 3 tentatives, il réussit enfin à gripper Michael, mais ne parvient pas à lui glisser le harnais de sécurité autour de la taille. Transi de froid, choqué par la nuit d'angoisse qu'il vient de passer, Michael est à bout de nerfs. Ses réactions sont incontrôlables et sans le savoir, il rend le travail du plongeur difficile. Enfin, le secouriste réussit à le calmer et parvient à lui passer la sangle autour de la taille. Les 2 hommes sont alors doucement hissés vers l'hélicoptère. Pour Marianne et Michael, c'est la fin du cauchemar. Une ambulance les attend sur la piste d'atterrissage. Malgré la terrible épreuve qu'elle vient de vivre avec son mari, Marianne trouve la force de marcher et même de remercier ceux qui les ont sauvés. Merci aux secouristes. Merci aux secouristes. Même si elle se sent plutôt bien, Marianne doit être emmenée à l'hôpital. Michael, lui, souffre d'hypothermie et a besoin de soins intensifs. Heureusement, ils se rétabliront vite tous les deux. Aujourd'hui, ils sont sûrs d'une chose, c'est leur amour qui leur a donné la force de tenir et qui les a sauvés. Sauvetage peu ordinaire ou l'histoire d'un chien coincé sur un bateau qui coule. Nous sommes au large des côtes de la Nouvelle-Zélande. Tina Keegan et son mari John étaient partis passer quelques jours en mer, mais ils se sont laissés surprendre par une tempête imprévue. Maltraités par les vagues, leur bateau a heurté un rocher. Il est en train de couler.
Heureusement, John a pu lancer à temps un SOS. Un cargo de pêche qui passait à proximité s'est dérouté pour leur porter secours. Entre-temps, l'hélicoptère des gardes-côtes arrive sur place. Le bateau de pêche leur cède la place. Ces hommes seront plus efficaces. Rompus aux techniques du sauvetage en mer, ils sont équipés pour sauver. Très vite, à l'aide d'un treuil, le copilote descend Alex Stewart, le plongeur, en direction de John et Tina, qui tentent de se réfugier dans le canot de sauvetage. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas être emportés loin du plongeur. Mais une fois dans l'eau, Alex constate que John et Tina ne sont pas seuls. Une petite tête noire se précipite vers lui. C'est leur chienne, Priscilla. Son instinct la pousse vers Alex, mais il doit refuser de l'aider. Il doit sauver ses maîtres avant tout. Courageusement, la petite chienne lutte contre les vagues pour se réfugier sur ce qui reste du bateau. Enfin, Alex réussit à passer à Tina le harnais de sécurité et fait un signe au copilote qui les remonte immédiatement à bord de l'hélicoptère. Une fois Tina à l'abri, le plongeur redescend chercher John. Pour qu'Alex puisse lui passer le harnais autour de la taille, John doit sauter à l'eau. Les deux hommes sont hissés à bord, le sauvetage est terminé. Enfin, officiellement, car Priscilla, elle, se débat toujours au milieu des vagues. Son instinct de survie la pousse à faire tout ce qu'elle peut pour rester sur le bateau. Mais au moment où Alex et John atteignent l'hélicoptère, la petite chienne est emportée loin de l'épave. Cette fois, plus rien ne peut la sauver, sauf Alex, qui observe la scène depuis l'hélicoptère. Rien ni personne ne l'oblige à y retourner. L'hélicoptère va manquer de carburant, mais le plongeur est tiraillé par le remords. S'il n'y va pas, il ne se le pardonnera jamais. Sa décision est prise, il fait signe au copilote, il redescend. Une fois sur place, il appelle Priscilla. Mais terrorisé et épuisé, la petite chienne ne vient pas. Alex fait signe au copilote, il doit le rapprocher de la chienne. Enfin, Alex se laisse glisser jusqu'à l'eau et nage vers Priscilla. Semblant comprendre tout à coup qu'Alex est venu la sauver, elle nage elle aussi dans sa direction. Enfin, Alex attrape la chienne, elle est sauvée. Le lendemain, John, Tina et Priscilla reviennent sur le port. Heureuse et reconnaissante, Tina se souvient. J'étais contente quand Alex a dit qu'il allait redescendre pour aller la chercher. Mais je n'ai rien vu jusqu'à ce qu'il revienne avec la chienne. C'est là que j'ai vu qu'il l'avait sauvée. Il a été parfait. Alors Alex, si c'était à refaire? Je le referai. Surtout pour un petit chien comme celui-là, car j'ai aussi un chien. J'adore les chiens. Ils me font complètement craquer. Pour se remettre de ses émotions, Priscilla, elle, aura droit à un bel os. Meeting aérien aux États-Unis. Démonstration d'un gros hélicoptère de transport de troupes. Mais soudain, au milieu d'une figure, le pilote perd le contrôle de son appareil. Ce que vous voyez là, c'est l'un des premiers prototypes d'hélicoptères filmés en France dans les années 20. Et ça, c'est l'opposé, le plus récent, le plus performant, la star des hélicos, fleuron de la recherche aéronautique européenne, le Tigre. Cet hélicoptère de combat, furtif, capable de voler en pleine nuit par tous les temps, peut aussi effectuer des acrobaties insensées, aussi difficiles que spectaculaires, inimaginables pour un hélicoptère. Pourtant, et on le sait peu, les hélicoptères sont des machines complexes mais performantes qui ont maintes et maintes fois prouvé leur efficacité, que ce soit en temps de guerre ou dans le domaine du sauvetage. En voici un justement dont la spécialité est le sauvetage en mer. C'est le Sea King, ou roi de la mer. On le voit évoluer ici lors d'un meeting aérien aux États-Unis. 5 tonnes pour 22 mètres d'envergure, ce lourd engin de secours prouve son agilité aux 20 000 spectateurs venus pour l'occasion. On distingue 2 des 5 hommes d'équipage sur les côtés de l'appareil. Le mastodonte se tourne lentement vers la foule et amorce une descente. Mais soudain, le pilote perd le contrôle. Heureusement, même si les pales ont été projetées vers la foule, il n'y aura aucun blessé. Les 5 membres d'équipage de l'hélicoptère s'en sortiront eux aussi indemnes. Une chance inouïe car l'engin a été victime d'un vortex, un phénomène aérologique complexe. En vol stationnaire, lorsque certaines conditions sont réunies, une sorte de tourbillon se forme à l'extrémité des pales, projetant l'hélicoptère vers le sol. Alain Delavé nous explique ce phénomène. L'hélicoptère est maintenu en l'air par une force, et cette force est créée par l'accélération de l'air à travers ce rotor. Si cette fois-ci, au lieu d'être en vol stationnaire pur, l'hélicoptère est en vol de descente verticale, la vitesse due à cette descente verticale va s'opposer à la vitesse de l'air créée par le rotor. Et si ces deux vitesses sont de valeur voisine, elles vont s'annuler. Et l'hélicoptère descend
jusqu'à rencontrer le sol ou jusqu'à ce qu'une manœuvre de sortie soit tentée par le pilote. Mais en l'occurrence, l'hélicoptère est déjà trop bas pour que le pilote puisse s'en sortir. Toute manœuvre de sortie nécessite de la hauteur. De toute façon, on voit à la conicité importante des pales, c'est-à-dire les pales qui sont comme ça, qu'il y a eu demande importante de puissance. C'est-à-dire qu'en fait, le pilote a plus cherché à amortir son contact avec le sol plutôt qu'à sortir du cas de vol. Ce qu'il ne pouvait pas faire, il n'avait pas la hauteur suffisante. Pierre-Yves Debroise, pilote d'essai d'hélicoptère, nous explique comment réagir dans une telle situation. En général, les gens ont le réflexe inverse de celui qu'il faut avoir, c'est-à-dire comme ils sentent un taux d'enfoncement important, ils tirent sur cette commande qui est le pas collectif, qui est la commande de puissance, ce qui ne fait qu'aggraver le phénomène. Un peu comme un automobiliste qui, arrivant sur une plaque de verglas, freinerait. Ce qu'on nous enseigne à tous, c'est d'une part de baisser la commande de puissance et d'autre part de prendre de la vitesse en agissant sur cette commande-là et en la poussant vers l'avant. Le pilote a donc tenté d'amortir le choc, mais au moment de l'impact, le rotor a continué à tourner. Les débris de ses pales ont été projetés à des dizaines de mètres en direction du public, un cas de figure extrêmement dangereux. Vous imaginez bien qu'en cas de collision du rotor avec le sol, il y a un certain nombre de pièces qui peuvent se détacher de la machine et partir très loin. Et dans cet accident, on peut considérer que c'est un vrai miracle s'il n'y a eu aucun blessé parmi l'assistance. Un miracle peut-être, mais surtout une organisation parfaite qui a respecté les distances de sécurité imposées entre les démonstrations et le public. Pour l'équipage, la situation est critique. L'hélicoptère peut prendre feu. En général, sur un crash comme ça, vous avez toujours de l'huile chaude qui part sur les moteurs, enfin sur les parties chaudes du moteur, et donc du kérosène qui coule sur les parties chaudes. Et en général, ça se termine par un incendie. Mais grâce à l'intervention rapide des secouristes et des pompiers, tout risque d'incendie sera très vite écarté. Le bilan de ce crash est donc plutôt positif, puisqu'équipage et public ont tous deux été préservés. Un hélicoptère en difficulté au-dessus d'un aérodrome. Ses patins sont cassés, il ne peut plus atterrir. Nous sommes à Johnstown, en Pennsylvanie, en plein hiver. Un vent glacial souffle sur les pistes d'atterrissage. Pas assez fort pour interdire le trafic, mais suffisamment pour perturber les manœuvres d'un hélicoptère en péril. C'est en inspectant des lignes électriques que le pilote a fait une fausse manœuvre. Les patins de l'hélicoptère ont été à moitié arrachés. La situation est critique, le pilote ne peut pas atterrir, il faut enlever les patins. Car si l'hélicoptère se couche sur le côté à l'atterrissage, les hélices vont heurter le sol et le choc peut provoquer une explosion. Les pompiers sont sur place, mais le vent leur complique sérieusement la tâche. Ils doivent maintenir l'hélicoptère en position stable pendant plusieurs minutes. Ils utilisent un câble suffisamment lâche pour que le pilote puisse prendre du large sans blesser personne en cas de rafale brutale. Effectivement, des bourrasques obligent le pilote à s'éloigner à plusieurs reprises. Enfin, les pompiers réussissent à enlever les patins, mais le plus dur reste à faire. Il faut maintenant atterrir sur le ventre. Le risque, c'est qu'il bascule et qu'en effet, le rotor principal touche le sol ou le rotor arrière. Ce qui veut dire que là, il n'y a plus d'hélico. Mais le pilote bénéficie d'un petit coup de pouce du destin, ou plutôt de l'hiver. Il a beaucoup de chance, ce pilote, parce qu'il a de la neige à côté de lui, ce qui fait que c'est comme s'il est exposé sur du sable, ça va le maintenir. Et avec une belle précision, le pilote va poser son hélicoptère sur un coussin de neige. Cette fois, l'atterrissage est parfait. Non, ce n'est pas un crash test, mais la triste réalité, un camion de 18 tonnes percuté par un train. Texas, États-Unis, par une belle journée ensoleillée. Nous sommes dans le jardin des Westerfield. Les enfants jouent tranquillement devant l'objectif de leur père, qui a sorti son caméscope. Pourtant, à 50 mètres de là, un routier se trouve dans une situation critique. Son camion est bloqué au milieu d'un passage à niveau et un train de marchandises fonce droit sur lui. Lorsque j'ai vu ce camion de 18 tonnes coincé sur le passage à niveau, je me suis dit, si personne ne fait rien, il va y avoir un sacré bordel. Heureusement, le routier a pu sortir à temps de son camion qui a été percuté de plein fouet par le train. Lancé à pleine vitesse, le conducteur n'a rien pu faire pour l'arrêter. Par chance et malgré la violence du choc, le train n'a pas déraillé. Kevin se précipite.
Lors de l'impact, toutes les fenêtres de la locomotive ont explosé et les portes se sont coincées. Les mécaniciens ont pu sortir par les fenêtres et personne n'a été blessé. L'enquête a déterminé que seul le routier était responsable. La cargaison de son camion, une chambre froide, était beaucoup trop lourde pour traverser les rails à cet endroit. La plage du casino de Biarritz, située dans une anse, est habituellement abritée les jours de tempête. Mais ce jour-là, une vague plus forte que les autres s'abat violemment sur le promenoir. Biarritz, 30 décembre 98. Cette cité balnéaire du sud-ouest est célèbre et très prisée pour la taille de ses rouleaux. Chaque année en été, les surfeurs s'y précipitent. Là, nous sommes en plein hiver et l'océan est particulièrement déchaîné. Les vagues atteignent pour certaines 6 à 8 mètres de haut. Pourtant, il fait assez doux et ce jour-là, à l'heure du déjeuner, malgré l'avis de prudence émis par Météo France, de nombreux promeneurs se baladent le long du casino. Soudain, une vague plus puissante que les autres les surprend. Situé sur une hauteur, un vidéaste amateur a pu filmer la scène. Le matin, j'étais descendu voir la mer et j'avais vu la mer dans un état assez exceptionnel. Je décidais donc de monter chercher mon caméscope. Je m'attendais à des vagues surprenantes, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que la vague soit aussi puissante que ça. Mais la vague a surpris tout le monde, et en premier lieu, le gérant de la brasserie sur laquelle elle s'est abattue. La vague a tapé ici, sur cette vitre-là. Imaginez-vous voir une vague comme ça, d'une telle intensité arriver sur vous. C'est très, très, très impressionnant. À ce moment-là, plus personne, il n'y avait plus un bruit dans le restaurant qui était complet. Et 5 secondes après, tout le monde a poussé un ouf de soulagement. Mais à l'extérieur, c'est la panique. Tout le monde court dans tous les sens. Nous-mêmes, nous sommes sortis très rapidement pour essayer de récupérer les gens qui auraient pu se faire emporter par la vague et ainsi que le mobilier. Le plus impressionnant, c'était la vague vue de l'intérieur, parce qu'étant donné qu'elle arrivait à très forte puissance, elle a tapé contre la porte ainsi que contre les vitrines. Et là, c'était une masse d'eau marron qui s'est entourée autour des vitrines, et donc un sentiment très angoissant. On se demandait si les vitrines et la porte allaient supporter une telle masse d'eau. Heureusement, par sécurité, tous les commerces de ce promenoir sont équipés de double vitrage. Une telle vague peut en effet exercer une pression de plusieurs centaines de kilos au mètre carré. Mais pourquoi cette vague a-t-elle été si violente? Une semaine de mauvais temps avait généré une accumulation de sable à proximité donc de la promenade. Le sable accumulé les jours précédents va servir de tremplin au reste d'énergie de la vague qui s'est cassée. Vous voyez, les vagues se cassent ici, mais là il y a un petit peu plus d'énergie qui prend le tremplin, et cette vague vient exploser le long de la digue. Plus impressionnante que dangereuse, cette vague n'a heureusement emporté que quelques sacs, tables ou chaises de bistrot. Par chance, personne n'a été blessé. Dès le lendemain, la municipalité a fermé l'accès du promenoir au public et a fait aplanir le sable pour effacer le fameux effet tremplin. En général, les habitués de la région évitent le promenoir les jours d'alerte. Quant aux visiteurs imprudents, ils auront sans doute compris l'avertissement. Nous sommes très loin de l'océan et pourtant ces deux surfeurs évoluent tranquillement sur des vagues déferlantes qui semblent ne jamais s'arrêter. Comment est-ce possible? Vous assistez ici à un phénomène rarissime. Deux surfeurs se laissent porter par des vagues qui ne meurent jamais, surgis d'on ne sait où, au milieu d'une eau parfaitement calme. Et ces images n'ont pas été tournées à Hawaï, mais au cœur de l'Amazonie. Ce phénomène naturel, appelé ici Pura Roca, se produit à l'embouchure de certains fleuves au moment des grandes marées. Une énorme vague tourbillonnante venant de l'océan s'engouffre dans le fleuve comme dans un entonnoir et le remonte ensuite à contre-courant. En France, on appelle ça un mascaret. Un océanographe nous explique. Les mascarets se produisent par la conjonction de deux phénomènes, une marée importante et un courant très important. Il y a donc rencontre de cette marée et de ce courant, donc surélévation de la surface de l'eau. Cette vague dure beaucoup plus longtemps, parce que bon, sur une plage, eh bien, les conditions limitent en quelque sorte la propagation de ces vagues-là. Mais là, du fait que l'on a une rivière, eh bien, elles peuvent se propager pendant plusieurs dizaines de kilomètres, puisqu'il n'y a pas d'obstacles qui peuvent les arrêter. Des dizaines, mais parfois des centaines de kilomètres, comme sur l'Amazone, où l'onde du mascaret peut remonter le courant sur 1000 km à une vitesse de 50 km/h par endroit.
15 heures de bateau pour remonter l'Amazone et avoir la chance de saisir le Pura Roca, une bagatelle pour ces surfeurs brésiliens qui sont prêts à tout pour surfer sur la vague magique. Même prêts à affronter un environnement très hostile. Alligators, serpents venimeux, piranhas ou autres méchantes bestioles, sans compter les nombreuses maladies tropicales dont les eaux du fleuve regorgent. Nos deux aventuriers arriveront à rester au sommet du Pura Roca sans interruption pendant près d'1 heure. 1 heure sans être obligé de remonter les vagues en traînant sa planche, un véritable exploit qu'aucun surfeur n'avait pu réaliser jusque-là. Et regardez bien ces images, cette fois nous sommes en France. On le sait peu, mais c'est sur la Dordogne, à quelques kilomètres de chez vous, que chaque année, un mascaret se forme. Il déferle toujours au même endroit, après avoir remonté l'océan sur une centaine de kilomètres. Plus petit que celui de l'Amazone, il attire quand même de plus en plus de curieux ou de passionnés de surf, comme Philippe Garrigue. Ici, nous avons donc le mascaret qui déferle à partir de cette bouée rouge là-bas, qui est à peu près à 1,2 km, 1,5 km. Et la vague ensuite va déferler tout le long de la rivière jusqu'à peu près la bouée rouge que vous avez là. On l'entend de très très loin, hein, on a un bruit très très sourd parce qu'elle, entre guillemets, ramone un petit peu les bords. Donc même à plus d'1 kilomètre, on l'entend qui va arriver. Pendant une durée de temps d'à peu près 7 minutes, eh bien, on va pouvoir surfer cette vague et donc s'amuser. Les vagues de ce mascaret bien de chez nous mesurent environ 1 mètre de haut et remontent le fleuve à 10 ou 15 km/h. Ça dure plus longtemps que sur l'océan, mais attention, il n'y a qu'un mascaret par marée. Il n'y a qu'une seule vague, on n'est pas sûr qu'on va la prendre, et puis si jamais on la rate, eh bien c'est fini, il n'y en a pas d'autre derrière, quoi. Sans compter qu'il faut parfois attendre l'été suivant que le débit du fleuve se fasse plus lent avant de retrouver d'aussi beaux mascarets. Mais surfeurs et kayakistes sont tous d'accord, ça vaut le coup d'attendre pour s'élancer à nouveau sur la vague sans fin. Un lion qui passe à table, du jamais vu. Cet énorme lion s'appelle Zulu et il a été recueilli bébé par Sonia Fernandez. Depuis, il fait partie de la famille. Mais ici, le roi de la jungle ne fait pas toujours ce qui lui plaît. Quand il fait une bêtise, il se fait disputer comme un enfant. Et dans un foyer qui se respecte, on ne dévore pas un fauteuil sans en subir les conséquences. Zulu est arrivé chez nous 22 heures après sa naissance. On lui donnait à boire avec une bouteille toutes les 20 minutes. Autant dire que Zulu est un enfant à part entière dans la famille Fernandez. Depuis qu'il est tout petit, il a sa place à table. Et mieux vaut ne pas le déranger en cet instant sacré. Mais ces quelques mouvements d'humeur n'enlèvent rien à l'harmonie familiale. D'ailleurs, malgré les remontrances, il fait quand même régner sa loi à la maison. Quand il regarde une émission à la télé, il ne vient à personne l'idée de changer de chaîne. Et dehors, ça se passe comment? En général, je ne laisse personne le toucher, car ça reste un animal imprévisible. Je sais qu'on fait partie de son clan, mais je ne sais pas ce qu'il ferait avec un étranger. Mais avec son clan, comme dit Sonia, Zulu est doux comme un agneau. Et quand vient l'heure de la toilette, il se prête gentiment au jeu. Shampoing, brushing, parfum, tout y passe. Et apparemment, ça lui plaît. C'est comme un fils pour moi et un frère pour mes enfants. Et oui, Sonia et Zulu partagent tout, même le lit quand vient l'heure de la sieste.